Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Niké, le podcast de la Maison du Sport au féminin de Toulouse. Ici, on parle de sport, d'égalité et de performance avec un objectif clair, promouvoir le sport féminin. Encourager les femmes à pratiquer et réduire les inégalités dans le sport professionnel. Inspiré par Niké, la déesse grecque de la victoire, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Chaque mois, retrouvez des échanges passionnants et inspirants autour de la place des femmes dans le sport. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mathilda Roux, kitesurfeuse de 21 ans, championne de France de freestyle en 2021 et 2022. Bonjour Mathilda et bienvenue dans Niké. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Mathilda, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que c'est que ton sport? Alors, je m'appelle Mathilda, j'ai 22 ans maintenant et je suis kitesurfeuse de haut niveau. Donc le kitesurf, c'est un sport en plein air où on pratique du coup avec un cerf-volant et une planche. Donc on est tracté par le cerf-volant sur l'eau. Il y a 3 disciplines, les figures, les sauts en hauteur et la vitesse. Et moi, je fais du coup les sauts en hauteur et les figures. À côté de ça, je suis étudiante en STAPS à Toulouse pour être professeure d'activité physique adaptée. Du coup, je mène ce double projet dans ma vie actuelle. Alors, je pense que tout le monde doit se poser la question. Tu t'entraînes où, du coup, vu que tu fais tes études à Toulouse? Du coup, je fais énormément d'allers-retours du côté de Narbonne, Le Cat, Barcarès. Et en fait, dès qu'il y a du vent, dès que je vois qu'il y a des conditions ou dès qu'on m'envoie des messages pour aller m'entraîner, je descends directement. J'ai un emploi du temps aménagé qui me permet du coup de faire ces allers-retours-là dès que les conditions me permettent. Et en semaine, en temps normal, sur une semaine où par exemple il n'y a pas de vent, je vais m'entraîner en salle de musculation, aller courir en complémentaire. Donc, avec ton cursus scolaire STAPS, du coup, il te laisse du temps pour aller t'entraîner quand tu as besoin. Oui, exactement. En fait, en tant que sportif de haut niveau, on a des aménagements d'emploi du temps. On n'est pas obligé d'assister à certains cours. On peut aménager notre semaine en fonction de nos entraînements. Et du coup, là, sur une semaine où il y a beaucoup de vent, tu vas t'entraîner tous les jours? Sur une semaine, par exemple, pleine de vent toute la semaine, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. En temps normal, là, l'hiver, c'est un peu plus compliqué. C'est plus 2 fois que 3. Mais voilà. Donc, sur une semaine complète, je m'entraîne 3 fois par jour. Ok, donc 3 fois, c'est 3 sorties en mer, en fait. 3 sorties en mer où on va rester à peu près 2 heures sur l'eau à s'entraîner, donc à faire des répétitions. Je vais faire un saut, regarder ce qui s'est pas bien passé, ce que j'ai pas fait sur les vidéos, recommencer, répéter jusqu'à ce que j'arrive à faire ma figure. Ok. Et comment tu as découvert ce sport et comment t'es venue cette passion? C'est grâce à ma famille. Alors, on partait en vacances quand j'étais plus jeune à La Franquie, du coup, un village à côté de Le Cat. On allait sur la plage chaque année. Enfin, on a fait ce voyage pendant 5 ans. Donc, les premières années, c'était cool de jouer au château de sable. Au bout de 5 ans, fallait qu'on trouve des activités. Mon frère a commencé, j'ai commencé et j'ai pas arrêté. Voilà, simplement. Et du coup, c'est devenu ma ton passion. sport professionnel. Vraiment. Dès que j'ai essayé, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, la sensation de liberté et tout. Vraiment, il faut pas que j'arrête ce sport. Mais pourtant, c'est un sport qui est assez technique, physique. Qu'est-ce qu'il faut comme physique pour faire ce sport? C'est un sport physique, oui, dans ce qui est faire des figures, faire des sauts quand on veut performer, mais je pense comme tous les sports. Mais c'est un sport aussi où il faut avoir de la jugeote et se dire, ok, là, le vent est trop fort, je vais pas me lancer. Ou alors, je suis débutant, je vais prendre des cours. Ça reste un sport extrême, donc faut pas se lancer tout seul et aller à l'eau stupidement, quoi. Oui, parce que comme tu disais, c'est un cerf-volant, une voile en fait qui te tracte par le vent, donc il faut quand même beaucoup de force dans les bras. Ouais, mais on est relié à ce cerf-volant avec un harnais. Donc on a un harnais et donc la puissance, de ce cerf-volant, on la retient avec tout notre sangle abdominale et tout notre haut du corps, les jambes aussi. Donc en vrai, c'est un sport vraiment complet. On a l'impression que c'est que les bras, mais en réalité, c'est plus du coup la chaîne abdominale, là où on a le harnais, les jambes et la stabilité. D'où l'importance du coup de faire de l'entraînement physique à côté en salle, préparer les abdos. Ouais, exactement, faire de la proprioception, des muscles, c'est hyper important. Ok, c'est super intéressant. Je pense que tous les gens qui sont allés à la mer au moins une fois dans leur vie ont déjà vu des kitesurfers sur l'eau et se sont toujours dit que c'est dur. Ça doit être très dur et physique. Souvent, quand on sort de l'eau, il y a des gens qui regardent et qui nous disent « Ah, mais c'est génial, c'est super, ça a l'air super dur ». Alors qu'en réalité, vraiment, tout le monde peut essayer ce sport. Il suffit juste de faire encadrer, quoi. Oui.
C'est toujours le sport encadré qu'il Ouais. faut faire, je pense. C'est quoi ton objectif pour les semaines, les mois, les années à venir par rapport à ta pratique sportive? Alors, par rapport à ma pratique sportive, j'ai les championnats de France qui arrivent là le 18 avril. Les championnats de France, ils sont sur plusieurs étapes, donc 4 étapes, 2 dans le nord et 2 dans le sud. Il faut se classer aux 4 étapes pour décrocher le titre. Donc j'ai les championnats de France qui arrivent, j'ai les championnats du monde senior qui arrivent en octobre. Et voilà, du coup, je m'entraîne pour ça. Et mon but, du coup, c'est de pouvoir faire les championnats de France et en figure et en saut en hauteur. Comme ça, j'aimerais avoir le double titre. D'accord. Voilà. Mes Ça objectifs. s'est déjà produit et il y a déjà des sportives qui ont déjà eu. C'est la première fois qu'il y a les championnats de France en saut en hauteur. Avant, il n'y avait que les championnats de France figure. Et là, c'est la première année qu'ils ouvrent cette catégorie de championnat. Donc, c'est la première fois qu'on va pouvoir concourir toutes et pouvoir décrocher le double titre. Et c'est rare que des riders font les deux spécialités. D'accord. Parce que ça demande 2 fois plus d'entraînement, du coup. Forcément. Voilà, comme une coureuse qui va courir plus faire du saut de haie. C'est 2 disciplines différentes et elle doit s'entraîner 2 fois plus. Bah là, c'est exactement pareil. D'accord, donc plein d'ambition. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de Leucate-Lafranchi, c'est le fief du Mondial du Vent qui se déroule chaque année au mois d'avril. Est-ce que tu vas y participer et est-ce que tu vas aller voir cette compétition du coup, Je vais aller voir, je suis obligée. C'est ma maison de cœur, donc je suis obligée d'aller là-bas. J'adore y être, j'adore regarder. Je vais pas participer parce que ma discipline, elle n'y est pas. Donc je participerai pas, mais j'y serai et je représenterai le kite parce que fut un temps, ça y était en discipline. Et mon frère a commencé, c'était sa première compétition qu'il a fait là-bas. Et j'ai toujours rêvé de la faire avec lui et le jour où j'aurai le niveau. Et malheureusement, la discipline du kite a été abandonnée. Enfin, elle n'a pas poursuivi au Mondial du Vent. Du coup, j'aimerais pouvoir la représenter un jour quand ça revient, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours la discipline de vitesse, mais il n'y a pas le saut en hauteur et le freestyle. Exactement. Ok. Voilà. Donc j'aimerais pouvoir un jour que ça revienne et le représenter, quoi. Ça serait super. Ouais, ça serait super. Il faut pousser auprès des organisateurs du Mondial du Vent. Exactement. On va parler maintenant de la représentation des femmes dans ton sport. Tu as dit que c'était un sport extrême, qui est souvent du coup dédié aux hommes, où il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent, on va dire. Du coup, comment tu te sens en tant que femme dans ce sport? C'est très très compliqué pour plusieurs choses. La première, c'est que c'est un sport de mer, où on est à la plage, et les femmes sont énormément représentées comme une pièce de viande en maillot de bain sur la plage qui se promène et qui fait des images comme ça. Alors qu'en réalité, la femme, elle sait pas juste se mettre en maillot de bain sur la plage. Elle est capable de faire des choses autres, quoi. Donc il y a une représentation de ce sport et de l'image de ce sport comme ça. Ensuite, pour tout ce qui est performance, c'est très compliqué pour nous parce que déjà, on est moins nombreuses que les garçons. On engage moins haut que les garçons parce qu'on n'a pas les mêmes capacités physiques. Et aussi, il faut le dire, et c'est une réalité, les femmes, en tout cas dans mon sport, on a plus peur que les hommes. Du coup, ça fait que l'engagement est moins élevé que les hommes, même si à notre niveau, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a de l'amélioration à faire, bien sûr. Mais du coup, on est un peu dénigré et moins vu. Par exemple, aux compétitions, les horaires où on va passer dans les compétitions, c'est souvent là où personne va regarder, personne va venir, il n'y a pas de public. Pour les femmes, c'est très très dur de se faire une place, d'être médiatisé, quoi. C'est très très compliqué. Déjà que c'est un sport qui n'est pas très médiatisé, donc encore moins pour les femmes, du coup. Encore moins pour les femmes, ouais. On va mettre beaucoup plus en avant un homme qui fait un saut très très haut et la femme, on va la mettre en avant parce que elle est en maillot de bain sur la plage et que c'est vendeur pour une image, quoi. Un sponsor. Exactement. T'as des sponsors, toi, aujourd'hui? J'avais des sponsors. Ça s'est terminé il y a 4 mois à peu près. Ils ont décidé de, eux, choisir une discipline à un moment donné. Et j'ai continué de faire la mienne, ma discipline qui me plaisait. Et au final, maintenant, ils rechangent d'avis pour encore une autre discipline. Et ils ont choisi de prendre des riders qui font cette discipline-là, et notamment un homme, du coup. Et le budget lui a été envoyé. Du coup, ils ont dû sortir des personnes de cette marque pour pouvoir lui donner le budget à lui. Et je fais partie de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, tu cherches des nouveaux sponsors? Aujourd'hui, je cherche des nouveaux sponsors parce que c'est très très dur de financer toute seule. Au-delà du fait que ça me plaît, que c'est ma passion et que j'adore faire de la compétition, je suis à la fac, je m'entraîne, j'ai énormément d'horaires pris dans ma journée. Et en plus de ça, je dois travailler pour me payer mon matériel, me payer les déplacements.
Et c'est une charge de travail qui est énorme. Et c'est surtout si ce budget que je mets dans les compétitions et mon matériel, je n'aurais pas à le payer, je serais 2 fois plus performante puisque ce temps-là, je le consacrerai à m'entraîner plus, quoi. À ta discipline, ouais. Exactement. D'accord. Que les auditeurs et auditrices comprennent bien, dans le sport, il y a plusieurs façons d'être financé, souvent par le sponsoring. Souvent, les clubs aussi participent. Toi, tu es affilié à un club ou pas du tout? Je suis affiliée à un club, mais encore une fois, c'est un milieu qui est très petit. Le kitesurf, c'est vraiment pas très connu. Notre club n'a pas les moyens de financer. A très peu de budget. Exactement. Voilà. Donc, les sportifs comme toi sont obligés d'aller chercher des sponsors derrière pour financer donc leur carrière sportive, c'est-à-dire le matériel, les déplacements vers les entraînements, les déplacements vers les compétitions. Est-ce que du coup c'est payant aussi quand on participe à des compétitions? C'est payant quand on participe à des compétitions. On doit se loger, on doit faire le déplacement, payer l'inscription, les frais d'inscription. Et en fait, on va devoir soit trouver des sponsors spécialisés dans le kite qui, eux, vont nous fournir le matériel nécessaire. Parce que quand même, le matériel de kitesurf, c'est une assez grosse somme qui est considérable. On a un cerf-volant, une planche et une combinaison à harnais, mais il nous en faut plusieurs parce qu'en fait, plus le vent est fort, plus on prend une petite voile, et plus le vent est moins fort, plus on prend une grosse voile. Et du coup, on va avoir besoin de plusieurs voiles de façon à, en compétition, même en entraînement, pouvoir s'entraîner tout le temps, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'un cerf-volant, on peut s'entraîner uniquement dans des conditions et c'est beaucoup plus restreint, quoi. Donc, on va chercher des sponsors pour le matériel de kite. On va essayer de chercher des sponsors autres, par exemple des entreprises qui peuvent faire du mécénat avec nous, etc. Et voilà, et on peut s'en sortir comme ça. Et après, plus tard, quand on est vraiment à haut niveau, par exemple, les 3 premières, les championnes du monde, elles reçoivent un salaire de professionnel. D'accord. Donc voilà, donc tu disais que tu devais financer donc tout ce qui est carrière sportive et ensuite tu dois aussi financer ta vie quotidienne. Donc là, tu disais que tu avais tes études à la fac, tu vis à Toulouse, donc il y a ton appartement à financer à Toulouse. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte aussi. Nos auditeurs et auditrices le comprennent pas forcément que quand on est sportif de haut niveau, il y a toutes ces choses-là à financer. Ah oui. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des entreprises, des sponsors qui investissent auprès des femmes dans le sport. Et puis c'est un investissement... En fait, les sponsors voient aussi que le truc de j'ai investi dans elle et il faut qu'elle ait des résultats en sport absolument. Mais il faut que, pour moi, la femme qui fait du sport, elle a besoin de performer dans son sport, ça c'est sûr. Mais elle a besoin aussi d'avoir un diplôme à côté. Parce que si demain ça s'arrête, il faut avoir quelque chose à côté. Demain, elle tombe enceinte et elle a 9 mois et les sponsors la lâchent, comme ça arrive à énormément d'entre nous, c'est terminé. Il faut avoir une sécurité derrière et il faut avoir plusieurs vies, quoi. Sa vie d'athlète et sa vie de femme, tout simplement. Et je pense que c'est 2 choses distinctes et il faut que les personnes qui investissent dans les riders féminines et même les athlètes féminines, ils le comprennent et ils le prennent en compte surtout. Ouais. Nous, la Maison du Sport au Féminin, on a aidé une triathlète à négocier justement auprès de son sponsor une clause de maternité dans son contrat, ce qui fait qu'elle est tombée enceinte et elle n'a pas perdu son sponsor à ce moment-là. Et c'est des choses où il faut lutter, il faut militer pour que les sponsors intègrent ces clauses de maternité dans les contrats. Et oui. C'est très important. On va parler des Jeux Olympiques. C'était une épreuve aux Jeux Olympiques ? C'était une épreuve. Donc c'était la vitesse qui était... C'était la vitesse qui a été choisie et l'année prochaine aussi, ça sera la vitesse qui est choisie. En fait, ça demande moins de conditions strictes que les sauts. Nous, quand il y a moins de vent, on ne peut pas pratiquer alors que eux, la vitesse, oui. C'est favorable aux JO dans le sens où ils sont sûrs d'avoir une étape, c'est sûr que ça va fonctionner. Dans très peu de vent comme dans énormément de vent, ils peuvent performer, donc c'est plus facile de choisir la vitesse. Mais on espère que ça sera choisi ça va évoluer. Figures, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est faisable et on espère tous et on réfléchit tous à des solutions faisables. Mais voilà. Et du coup, les épreuves sont mixtes en vitesse. Les épreuves ils partent tous ensemble, donc c'est mixte à la ligne de départ, mais le classement est séparé. Donc femmes-hommes. Donc il y a une première femme, un premier homme. Exactement. Ok, d'accord. C'est très intéressant. Quels sont les changements que tu aimerais voir dans ce sport, du coup, dans ton sport ? J'aimerais déjà que ma discipline, elle soit au JO, ça serait génial. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui viennent et qui essayent et qui fassent du kite pour le sport et pas pour la vie que ça mène à côté. Parce que oui, la vie est cool, c'est une vie de plage, etc. Mais en réalité,
quand on fait du sport en kite, c'est encore plus incroyable et il faudrait développer le sport chez la femme et pas la femme qui accompagne sur la plage ou la femme qui est en maillot de bain, juste la femme qui fait du sport, quoi. Et ça serait encore plus beau et essayer de le rendre un peu plus accessible parce que c'est un sport qui est quand même assez cher. Donc, comme je vous ai expliqué, par rapport au matériel, au déplacement, etc. Donc, j'aimerais que ça soit aussi plus accessible pour tout le monde. Que ça soit ouvert, plus reconnu, qu'on puisse parler de nous, que ça soit connu, qu'on croise quelqu'un dans la rue et qu'il sache ce que c'est que le kitesurf. À l'heure d'aujourd'hui, personne trop n'est au courant, quoi. Voilà. Super. Bon, on te le souhaite. On le souhaite à ce sport, en tout cas. Est-ce que petite, tu avais des modèles de sportives féminines ? Oui, alors avant de faire du kitesurf, je faisais du judo. Et en fait, je faisais du judo et je voulais faire de la compétition aussi. Et je voulais aussi faire du haut niveau. Et à un moment, j'ai dû faire un choix entre les deux. J'ai choisi le kitesurf parce que pour moi, c'est plus l'esprit de liberté. C'est plus, ça a été une délivrance pour moi de faire du kitesurf. Alors que le judo, c'est vraiment très, très... Enfin, c'est un autre mode de vie. Et du coup, j'ai choisi le kitesurf. Mais donc, du fait que je faisais du judo, Amandine Bouchard, c'était un modèle pour moi parce que c'est une femme qui fait du sport à haut niveau, qui a une vie de femme et une vie de sportive et qui est connue parce qu'elle est forte et qu'elle est techniquement bonne et elle est impressionnante et pas simplement parce que elle est connue pour sa performance en fait. Pour elle en tant que sportive. Exactement. J'aime les sportifs qui sont connus par leur performance et pas par l'image qu'elles veulent renvoyer. Très bel exemple. Et aujourd'hui, du coup, ça serait qui ? Je pense que ça serait toujours elle. Ça serait toujours elle, super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux filles qui veulent se lancer dans ton sport ? Qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut pas s'arrêter aux images qu'elles voient sur les réseaux sociaux de femmes en maillot de bain, etc. Qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller au-delà de ça, que c'est un sport et que même si les gens autour leur diront qu'elles sont folles ou quoi, alors c'est plus facile parce que t'es une fille, alors c'est plus facile, ou alors tu vas partir en vacances parce qu'on s'entraîne à des endroits qui sont quand même magnifiques. Faut qu'elle aille au-delà de ça et qu'elle se dise que c'est un sport comme un autre et qu'elle s'accroche parce que ce sont des critiques pas du tout constructives et qui feront pas avancer notre sport, quoi. Ah, bon entendeur. Voilà. On sait une adolescente sur 2 arrête de pratiquer du sport dès l'arrivée de ses règles. C'est souvent un frein à la pratique sportive chez les femmes et les filles. Comment tu gères, toi, tes problématiques liées à ton cycle menstruel ? Ça a été un frein pour moi dès que j'ai eu mes règles, du coup. J'ai eu des douleurs énormes, je pouvais pas aller m'entraîner, c'était pas possible, surtout que l'eau, ça coupe le cycle et ça me faisait encore plus mal le soir quand je rentrais de l'entraînement. Donc j'en ai parlé à ma mère directement, je lui ai dit que j'avais des douleurs que je pense pas être normales. On a fait le nécessaire, aujourd'hui je prends la pilule en continu parce que du coup j'ai pas l'endométriose mais j'ai une forme comme. Du coup aujourd'hui ça me dérange plus. Donc t'aurais quoi comme conseil à donner à ces jeunes filles qui, du coup, freinent leur pratique à cause de ces problématiques-là ? Je pense qu'il y a des solutions, quelles qu'elles soient. Il faut juste en parler aux bonnes personnes et pas attendre que ça freine la pratique. Alors, ça peut freiner la pratique la première fois que ça arrive, aller la deuxième fois, mais pas plus, quoi. Il faut vraiment en parler directement. Et si ça se trouve, elles vont tomber sur un médecin qui vont pas la prendre au sérieux, aller chez d'autres médecins. C'est un ressenti. Moi, je savais que j'avais ces douleurs-là. Je savais que si le médecin me disait non, t'as rien, je savais que c'était impossible que j'ai rien. Je ressens. En fait, c'est au ressenti de la jeune fille qui se dit je sais que j'ai mal, maintenant, il faut m'écouter, quoi. Voilà. Donc, faire les démarches et pas arrêter au premier médecin qui pense que c'est rien ou alors à son entourage qui dit que oui, comme tout le monde, quoi. Exactement. Nous, on conseille toujours à nos auditrices d'aller consulter. Effectivement, gynécologues, sages-femmes qui sont là pour ça, qui sont là pour conseiller et trouver des solutions pour que les jeunes filles continuent à pratiquer du sport le plus sereinement possible. Donc voilà. Mais c'est très intéressant. Si tu devais choisir un souvenir marquant dans ton sport, ça serait lequel ? J'en ai plein. Quand j'ai fait vice-championne du monde junior, mes parents, ils étaient pas là. Mes parents, ils ont un petit travail. On est une famille d'ouvriers, pas vraiment. C'était compliqué pour nous de nous payer à tous le déplacement, donc j'y suis allée toute seule. Et il n'y avait pas de live vidéo où ils pouvaient me regarder. Du coup, je fais vice-championne du monde. J'étais hyper heureuse, je pleure, je suis trop contente et j'attendais qu'un truc, c'était de câliner mes parents. Ils n'étaient pas là, du coup, je les appelle et mon père était en pleurs au téléphone et je pense que c'est le plus beau moment parce que c'est un truc
Je sais que la compétition, c'est une passion qu'on partage lui et moi. Et du coup, ça m'a énormément touchée ce moment et je me rappellerai toute ma vie de l'émotion qu'il y avait entre nous alors qu'on n'était même pas ensemble, on était juste au téléphone tous les deux. Et c'est un des moments qui m'a le plus marqué. Même le moment où je sors de la plage, je pose mon cerf-volant et je regarde autour de moi et là je me dis ah ouais, je suis champion du monde junior, ça y est, j'ai réussi et c'est ce que je voulais. Et c'était incroyable, la sensation, c'était incroyable, vraiment. C'est ça que procure le sport, ce sont des émotions. Ouais, et des très belles émotions. C'était trop beau. Qu'est-ce qu'on te souhaite du coup pour la suite ? De pouvoir continuer, de pouvoir aussi valider mes études, ma licence que je fais actuellement pour être professeur d'activité physique adaptée plus tard après que mon sport, enfin après ma carrière sportive, de pouvoir me professionnaliser, de pouvoir retrouver des sponsors qui me feront confiance et qui accepteront cette double casquette de femme et de femme athlète. Et voilà, et de continuer avec passion surtout. On te le souhaite aussi. Super. Est-ce que tu as un message à faire passer avant de clôturer cette interview ? Je dirais de croire en soi et d'être le plus déterminé possible et de s'écouter et écouter le feeling qu'on a à l'intérieur de nous et ça guidera tout ce qu'on voudra faire et on y arrivera forcément. Donc s'écouter, écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous et foncer. Et quand on a décidé de foncer, on fait tout pour et on s'accroche. Super. Voilà. C'est très beau. Où c'est qu'on peut suivre tes actus du coup ? Alors on peut me suivre sur Instagram du coup avec mon nom Mathilda Roux, sur Facebook aussi. Super. Voilà. On mettra les liens en description. C'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci pour cet échange passionnant. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à en parler autour de vous. Chaque soutien compte pour faire avancer le sport féminin. Ensemble, faisons bouger les lignes. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram, Maison du Sport au Féminin, pour continuer la discussion. À très vite, Mathilda. À très vite, merci beaucoup.